L'idée des sphères de Dyson a capturé notre imagination depuis des décennies. Des mégastructures gigantesques, capables de récolter la puissance totale d'une étoile entière. L'observation mystérieuse du télescope spatial Kepler, qui détectait des nuées de quelque chose bloquant partiellement la lumière d'une étoile lointaine, a alimenté des spéculations effrénées. Aujourd'hui, on va poser la question sérieusement. Les sphères de Dyson sont-elles plausibles? Et surtout, sont-elles inévitables? En 1960, l'astrophysicien Freeman Dyson a proposé qu'une civilisation suffisamment avancée aurait des besoins en espace vital et en énergie tellement extrêmes qu'elle pourrait construire des habitats artificiels sous forme de vastes coques enveloppant leur étoile mère. Ces sphères de Dyson seraient des cibles potentielles pour notre recherche d'intelligence extraterrestre, apparaissant uniquement comme d'étranges points de lumière infrarouges, noirs à toutes les longueurs d'onde visibles. On ne sait pas vraiment comment les besoins énergétiques des civilisations avancées évoluent. Il est possible que leur progression naturelle n'exige pas des niveaux de consommation cosmique. D'un autre côté, sécuriser l'accès à la production énergétique totale d'une étoile élèverait officiellement une civilisation au type 2 sur l'échelle de Kardashev. Nous, on est actuellement au type 0, ce qui signifie qu'on a un certain chemin à parcourir. Mais l'objectif reste séduisant. Imaginons qu'avoir accès à 10 puissance 26 watts soit effectivement désirable. Les sphères de Dyson sont-elles vraiment la bonne approche? La plausibilité d'une sphère solide de la taille d'une orbite planétaire n'est pas vraiment en question. Elle n'est pas plausible. C'est une certitude. Les contraintes mécaniques sur une telle structure seraient colossales, bien au-delà de ce que tout matériau connu ou même imaginé pourrait supporter. Même si on découvrait un super matériau doté d'une résistance suffisante, il en faudrait des quantités impossibles, bien plus que la totalité de la matière non hydrogène ou non hélium présente dans toutes les planètes du système solaire. La sphère ne serait pas habitable, ayant seulement une attraction gravitationnelle infime à sa surface, et cette attraction serait dirigée vers le Soleil. Et pour finir, elle serait désespérément instable. Le moindre petit choc ferait tomber un côté dans le Soleil. Certains de ces problèmes pourraient être contournés. Mais en fin de compte, ce n'est tout simplement pas une façon efficace de démarrer ton empire galactique. Alors, doit-on abandonner l'idée originale de Dyson dans notre quête pour atteindre le type 2? Pas si vite. Construire une gigantesque sphère solaire, ce n'est pas faisable. Mais collecter la production totale de notre étoile reste peut-être le choix intelligent. On peut en réalité contourner tous les problèmes que je viens de décrire avec un ajustement simple. Au lieu de construire une sphère de Dyson, on construit un essaim de Dyson. Des collecteurs solaires individuels, de quelques kilomètres ou moins de diamètre, chacun sur sa propre orbite stable et indépendante autour du Soleil. En construisant suffisamment, tu peux couvrir le Soleil dans toutes les directions, absorbant l'intégralité de sa production énergétique. Ce qui est fascinant avec l'essaim de Dyson, c'est qu'on pourrait probablement commencer à en construire un dans un avenir pas si lointain. En fait, on pourrait démarrer le premier collecteur à peu près maintenant. Ce qui fait paraître le projet fou, c'est son ampleur pure. Il faudrait désassembler des planètes entières, rien que pour les matières premières. Mais crois-le ou non, il existe un plan. Il a été proposé par Stuart Armstrong, expert en intelligence artificielle et futuriste. L'idée est de cannibaliser la planète Mercure. Et c'est seulement pour commencer l'essaim. Mercure est idéale pour ça. Elle possède un noyau de fer solide gigantesque, représentant plus de 40% de la masse de la planète. Combine ça avec l'abondance d'oxygène dans sa croûte, et on peut fabriquer de l'hématite, un oxyde de fer naturellement très réfléchissant utilisé depuis des millénaires comme miroir primitif. Alors chacun des collecteurs de l'essaim serait un gigantesque miroir d'hématite polie, peut-être 1 kilomètre de diamètre, mais aussi fin que du papier d'aluminium. Il réfléchirait la lumière vers une petite centrale d'énergie solaire qui transmettrait ensuite cette énergie quelque part d'utile, peut-être avec un laser ou un maser. L'autre avantage de Mercure, c'est que sa gravité est suffisamment faible pour que le lancement de matériaux minés dans l'espace soit assez efficace. Construire le premier collecteur serait la phase la plus lente.
On démarre avec des installations minières limitées, des lanceurs spatiaux et des chantiers de construction orbitaux, le tout autonome. L'approvisionnement en énergie est le grand facteur limitant au début, donc il faut environ 10 ans pour construire le premier collecteur. Mais une fois achevé, on dispose d'une puissance disponible bien supérieure. On l'utilise pour alimenter des robots réplicateurs, construisant de nouvelles installations minières et manufacturières, ainsi que des réplicateurs eux-mêmes réplicables. C'est un processus exponentiel. Chaque nouveau collecteur augmente l'énergie disponible pour en construire davantage. En 70 ans, on a un essaim de Dyson partiel et Mercure n'est plus qu'un champ de débris. Pour englober totalement le Soleil, il faudrait probablement dévorer Vénus, Mars et un bon nombre d'astéroïdes et de lunes du système solaire externe, en supposant qu'on veuille laisser la Terre intacte. Supposons qu'on veuille, oui. Ça paraît démesuré? C'est totalement fou, mais c'est probablement faisable. L'autonomie dans la fabrication, l'exploitation minière et le transport progressent de façon exponentielle. Des ingénieurs sont déjà en phase de planification sérieuse pour toutes sortes de projets d'assemblage dans l'espace, y compris l'impression tridimensionnelle de miroirs de télescopes géants. Des entreprises réelles se préparent à faire de l'exploitation minière autonome d'astéroïdes, peut-être d'ici quelques décennies. Et tout ça, sans même considérer la nanorobotique, qui pourrait changer complètement la donne. Franchement, il n'y a pas d'obstacle évident ici. Une fois terminé, l'essaim de Dyson récolterait une bonne fraction de l'énergie du Soleil, soit des billions de fois la production énergétique actuelle de la planète. Ce qu'on ferait ensuite de cette énergie est une autre question. Mais l'essaim de Dyson est-il vraiment la meilleure voie vers le statut de type 2? D'autres civilisations auraient-elles emprunté ce chemin, projetant des ombres très visibles sur leurs étoiles pour qu'on les détecte? L'avantage d'utiliser la lumière solaire, c'est que le Soleil la produit déjà. Cependant, en termes d'efficacité énergétique, ce n'est pas terrible. Seulement 0,7% de la masse au repos de l'hydrogène entrant dans le cœur du Soleil est converti en énergie. De plus, on a besoin d'une mégastructure pour la récupérer, avec des besoins en matières premières proches de ceux de toutes les planètes telluriques du système solaire. Existe-t-il une meilleure voie? Peut-être. Et si au lieu de convertir 0,7% de la masse au repos du combustible en énergie, on pouvait atteindre une efficacité de 100%? Les moteurs à antimatière font ça. Mais actuellement, il faut plus d'énergie pour créer le combustible d'antimatière qu'on en récupère en sortie. On peut peut-être faire mieux sur ce point, mais il existe aussi d'autres options. Par exemple, les moteurs à trous noirs. L'énergie peut être récoltée à partir d'un trou noir, soit via le rayonnement de Hawking, soit par la chaleur générée par la matière tombante, soit en extrayant le moment angulaire du spin du trou noir. On a parlé d'un exemple, le Kugelblitz, dans un épisode précédent sur les moteurs de vaisseaux spatiaux possibles. Capter le rayonnement de Hawking d'un trou noir artificiel est séduisant, parce qu'une fois formé, on pourrait peut-être le maintenir contre l'évaporation en l'alimentant en nouvelle matière. C'est vraiment une conversion 100% efficace de la masse en énergie, en supposant qu'on puisse trouver un moyen d'injecter de la nouvelle matière dans le Kugelblitz, de la taille d'un proton, à contre-courant du rayonnement de Hawking. Et il ne nous faut qu'1 milliard de Kugelblitz pour égaler la production du Soleil. Ce n'est rien comparé aux centaines de quadrillions de collecteurs solaires d'un essaim de Dyson complet. Avantage supplémentaire, on garde Vénus et Mars. Et les convertisseurs de masse à 100% d'efficacité, comme le Kugelblitz, sont indéfiniment évolutifs. L'essaim de Dyson peut absorber au maximum toute la production énergétique du Soleil. Mais il y a assez de masse dans le système solaire pour alimenter l'essaim de Kugelblitz d'une civilisation de type 3 pendant de nombreuses fois l'âge actuel de l'univers. Bien sûr, le défi est de créer les trous noirs en premier lieu. Pour fabriquer un Kugelblitz industriel standard de 600 millions de kilogrammes, il faut environ 10% de la production énergétique du Soleil chaque seconde, concentrée dans un seul atomètre en un seul instant. Mais attends, c'est la puissance qu'on obtient même d'un essaim de Dyson partiel. Alors voilà quelque chose à faire avec l'énergie de l'essaim.
On grignote Mercure. Ensuite, on utilise l'énergie de cet essaim de Dyson partiel pour construire des Kugelblitz en orbite, disons autour de Jupiter. Type 3, nous voilà. C'est peut-être pour ça qu'on ne voit pas d'essaims de Dyson partout dans la galaxie. Les extraterrestres construisent des essaims partiels pour fournir l'énergie nécessaire à la construction de moteurs plus efficaces, qui seraient pratiquement indétectables. Ou alors, ils tentent de construire leur premier Kugelblitz, et ça se passe très très mal. Dans un cas comme dans l'autre, le paradoxe de Fermi est résolu. Il faut admettre que l'atténuation observée par le télescope Kepler autour de l'étoile de Tabi est un peu cohérente avec un essaim partiel. Je suppose qu'on pourrait pointer quelques radiotélescopes pour chercher des fuites de puissance depuis l'essaim de Kugelblitz. Mais non, ce n'est jamais des extraterrestres, à moins que toutes les autres explications soient épuisées. Alors on y revient. La vraie question n'est peut-être pas de savoir si c'est faisable. La vraie question est de savoir si c'est sage. L'humanité n'a jamais construit quoi que ce soit à l'échelle d'une planète. Nos plus grandes réalisations tiennent dans une ville. Notre plus grand réseau relie nos téléphones. Notre plus grande machine, le grand collisionneur de Hadron au CERN, mesure 27 km de circonférence et a nécessité des décennies de coopération internationale et des dizaines de milliards d'euros. Et là, on parle de désassembler Mercure. Il y a quelque chose de vertigineux dans cette idée. Pas l'ingénierie, pas même les chiffres. C'est le fait que ce projet soit concevable. Que des êtres capables de construire des cathédrales gothiques il y a 800 ans puissent un jour, peut-être dans 1000 ans, peut-être dans 10 000, devenir le genre d'entité qui redessinant le système solaire. Les civilisations qui durent assez longtemps sans se détruire elles-mêmes ou être détruites par leur propre création, finissent peut-être inévitablement par poser la question que Dyson a posée en 1960. Comment canaliser une étoile entière? Non pas parce que c'est facile, mais parce que ça devient logique. C'est ce que Dyson avait compris. Ce n'est pas une question d'ingénierie extraordinaire. C'est une question de temps et de survie. La thermodynamique de la croissance s'applique aux civilisations comme aux organismes. Les systèmes qui ne parviennent pas à accéder à plus d'énergie stagnent et périssent. Ceux qui trouvent comment en accéder davantage se développent. Et quelque part là dehors, peut-être, des civilisations ont déjà fait ce calcul. Ont-elles choisi l'essaim de Dyson, le Kugelblitz, quelque chose que l'on ne peut pas encore imaginer? Peut-être qu'elles ont découvert que la meilleure voie vers le type 2 ne laisse aucune trace détectable. C'est la chose la plus troublante dans tout ça. Pas que ce soit difficile, pas que ce soit ambitieux. C'est que si c'était fait, on ne le verrait peut-être pas. Et dans un univers aussi vieux que le nôtre, rempli de milliards d'étoiles beaucoup plus anciennes que le Soleil, le silence pourrait ne pas signifier l'absence. Il pourrait signifier que ceux qui ont réussi sont devenus quelque chose que nous ne reconnaissons tout simplement pas encore.